Attends, qu'est-ce que je suis censé dire à propos de cette BMW? Eh bien, sympa, cher, unique, personnalisé. Laissez-les acheter. C'est ce que tu enregistres ça? Oui, c'est ça. Oh non. Bon, attendez, nous devons faire une présentation. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tapez. Bonjour, je m'appelle Smoku et certains d'entre vous savent que c'est Marius, c'est-à-dire Marianne et Janusz en un. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre de Varsovie avec une moto plutôt inhabituelle. Il s'agit d'une BMW R18 personnalisée, une moto dont, il me semble, toutes les rédactions et tous les portails ont déjà dit tout ce qu'il était possible de dire. C'est pourquoi je vais parler de cette moto d'une manière un peu différente. Je vais vous parler de la BMW R18, de la façon dont cette moto a vu le jour et de ce qu'on peut en faire. J'ai préparé quelques customs du monde entier que je vais vous montrer pour prouver que cette moto a tout de même du sens, car en la regardant, vu sa taille et le gabarit de son moteur, on pourrait penser qu'elle n'en a pas. Et moi, après avoir roulé avec pendant 2 jours, je trouve qu'elle a en fait pas mal de sens. Je parlerai de la machine que vous voyez ici à la fin. Et nous allons commencer par une machine qui s'appelle la BMW R18 Onitora. C'est une moto réalisée dans le style Bosozoku. Si vous avez déjà regardé un manga, un anime ou d'autres choses bizarres japonaises, vous savez que c'est vraiment déjanté et qu'une personne normale devrait manger beaucoup de champignons hallucinogènes pour inventer un truc pareil. Pour les Japonais, ce n'est pas un problème. J'en ai parlé dans l'un des numéros de Fiat Motocicli. Par exemple, les Japonais ont des distributeurs automatiques de sous-vêtements usagés. Ils ont aussi, par exemple, des spectacles de danse érotique qui se terminent par des hommes assis avec des lampes de poche, regardant l'entrejambe des femmes. Donc les Japonais sont plutôt bizarres et le style Bosozoku l'est tout autant. Ce style s'est développé il y a des années au Japon et consiste à se démarquer au maximum dans la rue. Il ne s'agit pas des performances de la moto, ni de sa puissance ou de son efficacité dans les virages. L'idée, c'est qu'elle soit la plus tape à l'œil possible. Et c'est exactement ce qu'est cette BMW R18. Elle est énorme, blanche, avec une selle gigantesque qui pointe à l'arrière. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est la bulle avant, qui provient d'une vieille moto de course et qui est montée de telle façon qu'elle ne recouvre pas le phare. Le phare n'est pas non plus placé dans un trou découpé. La bulle est simplement suspendue au-dessus du phare. C'est, il me semble, le projet le plus déjanté jamais réalisé sur une R18. Et il s'avère que ce ne sont pas les Japonais qui l'ont fait. C'est un atelier britannique spécialisé dans la customisation depuis des années qui l'a réalisé. Il s'appelle Untitled Motorcycles. Et à mon avis, si vous voyez ça quelque part en vrai, moi je l'ai vu à Londres au Bike Shed, vous vous direz qu'il a vraiment fallu utiliser une substance forte pour créer un truc pareil. Je vous montre cela pour que vous compreniez que parfois, les motos customisées n'ont absolument aucun sens et qu'elles sont faites uniquement pour montrer aux autres que dans le secteur du custom, il n'y a vraiment aucune limite. Aucune. Le deuxième engin que j'ai préparé pour vous est un dragster bleu construit par le customiseur Roland Sands, un customiseur américain qui a passé son enfance dans l'atelier de son père. Son père est spécialisé dans la fabrication de pièces pour une grande marque américaine de motos. Ainsi, Roland s'est très vite passionné pour la customisation. Il a réalisé des dizaines de motos. Je peux vous révéler une histoire impliquant une marque polonaise. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années, lors du Wheels and Waves, un événement à Biarritz, en France, en se promenant entre les stands, Roland Sands a rencontré notre ami de Varsovie, qui fabriquait de très beaux vêtements moto en Kevlar et Armalite. Et vous savez quoi? Quelques mois plus tard, Roland Sands proposait exactement les mêmes chemises dans sa collection, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La participation de Roland Sands chez BMW est également assez intéressante, car il y a des années, lors de l'introduction du modèle R9T, Roland a construit le premier, il a participé à la création du tout premier concept R9T. Si vous vous demandez comment il se fait qu'une marque aussi pragmatique que BMW ait lancé le projet R9T, c'est-à-dire une moto héritage, la première depuis des années d'absence dans cette catégorie,
Bien sûr, chez BMW, on vous dira que cette moto a été créée pour le 90e anniversaire, car c'est une question d'histoire et de tradition. Pour ma part, moi, chaque année, je vais à Glemsec, où il y a beaucoup de discussions en coulisses. L'une des histoires qu'on raconte que quelqu'un est allé à l'entrepôt, a vérifié combien il restait de moteurs de GS et qu'il fallait bien en faire quelque chose. Et bien sûr, tout cela est arrivé entre les mains d'un homme qui s'appelle Ola Stenegard. C'est un Suédois qui, pendant des années, a été le designer en chef chez BMW Motorrad. Et c'est justement en collaboration avec Roland Sands qu'il a conçu le concept de la R90, qui a en quelque sorte ouvert la voie chez BMW au fait que le segment héritage est quelque chose qui n'est pas exploité par d'autres marques. Et à mon avis, cela ne se voit pas encore sur les routes en Pologne. La R90 est vraiment l'une des motos les plus intéressantes et polyvalentes à modifier. Une plateforme idéale pour la customisation, la transformation et toutes sortes d'autres jeux de ce genre. La R18 de Roland Sands, à première vue, ne diffère pas vraiment de l'avant, seule la suspension inversée, upside down, change. La moto est rabaissée au maximum, mais un œil averti remarquera que c'est une moto dont l'arrière rappelle les dragsters qui courent sur ligne droite. Et bien sûr, la seule chose qui me manque ici, c'est un turbo ou une suralimentation par compresseur ou quoi que ce soit d'autre, mais il me semble que 1800 cm3 de cylindrée et plus de 150 Nm de couple, plus des pneus de circuit, suffisent largement pour faire des folies en ligne droite. C'est un projet très intéressant qui montre que la R18 est une moto tout aussi modulaire que la R90, que ce qui nous semble être un bobber d'usine peut être transformé en style dragster, et cela a vraiment du sens. Roland a installé ici des clip-ons très bas. La moto est rabaissée au maximum avec des échappements courts qui dépassent sur les côtés et qui, à coup sûr, font un bruit incroyable. À mon avis, c'est un concept assez intéressant. La troisième moto vient d'un atelier de Taipei. L'atelier s'appelle Rudge Crafts et personnalise depuis des années des motos de toutes marques. Pourquoi est-ce que j'en parle comme de la suivante? Parce que le fondateur de cet atelier a travaillé avec Roland Sands aux États-Unis pendant de nombreuses années. C'est là qu'il s'est formé, qu'il a appris et acquis de l'expérience. Son custom basé sur la R18 est un bobber typique dans le style Black is the new black. Je dis ça parce que on dit toujours que le noir est la meilleure couleur pour les motos. Je pense la même chose. Et ici, nous avons apparemment une moto qui ne diffère pas beaucoup de l'original. Mais si vous regardez le réservoir d'essence, la façon dont les détails ont été réalisés, même ces échappements qui rappellent le premier concept, en fait, ce qui semble inchangé a été modifié au maximum. Le réservoir d'essence qui rappelle les anciennes BMW, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. La selle bobber classique. Et tous les détails sont réalisés en noir. Les seules choses qui se démarquent sont le logo de l'atelier sur les cylindres et les caches d'admission qui sont restés en chrome. Si quelqu'un aime ce style sombre, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Une autre moto qui représente une utilisation inhabituelle de la R18, c'est une moto créée par Shinya Kimura, un customiseur japonais qui a développé son style incroyable au fil des années. Si je devais décrire ce style en un mot, ce serait le style Mad Max et sa R18 en est l'incarnation parfaite. D'après ce que je vois, elle a été présentée pendant la pandémie, donc elle s'inscrivait parfaitement dans un monde post-pandémique et dans cet esprit Mad Max. À l'avant, un grand carénage, deux phares à lentilles, une sorte de prise d'air qui ressemble à une pièce d'aspirateur, un réservoir d'essence carré et une longue, très longue coque arrière de style café racer. Ce qui est intéressant dans le travail de Shinya Kimura, c'est que c'est quelqu'un qui ne conçoit pas sur AutoCAD, ni ne fait de dessin sur papier. Il prend simplement une tôle, un marteau, il tape dessus et il en fait une moto custom. Et bien sûr, le style Mad Max ne plaît pas à tout le monde. En ce qui concerne l'utilisation d'une plateforme aussi moderne et récente que la R18, probablement 99% des personnes voyant cette moto ne diraient jamais qu'il s'agit d'un équipement neuf. Ils diraient plutôt que c'est une moto construite il y a 30 ou 40 ans. Ça vaut le coup de voir ça pour s'ouvrir un peu l'esprit. Bon, il y a une chose qui ne me plaît pas, les clignotants. Je parie qu'ils ont été importés de Pologne, de la marque Elgs, mais c'est un détail qu'on peut changer. Le prochain engin vient du Canada et en général, c'est un engin qui transforme la R18 en café racer. Si vous m'aviez demandé avant de voir cette moto ce qui est le plus important dans un café racer,
j'aurais bien sûr répondu que ce sont les proportions, c'est-à-dire la répétition de la ligne du réservoir dans la coque arrière et le fait que la coque arrière se termine dans l'alignement de l'axe de la roue. Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle le coup de théâtre, car le Café Racer R18 du Canada se termine bien avant la ligne de l'axe de la roue. C'est probablement la première moto à qui cela ne nuit pas, car d'habitude, je dis que les motos qui se terminent trop tôt ressemblent à un chien à qui on aurait coupé la queue. Mais ici, ça rend plutôt bien. Peut-être parce que les échappements sont dirigés vers le haut et passent sous la selle arrière. Et d'autre part, la moto est une combinaison de deux extrêmes, le noir et le chrome. Et je dois avouer que la première fois que j'ai vu ça, j'ai été surpris, mais maintenant, plus je regarde cette machine, plus elle me plaît. Et il s'avère que les proportions sont importantes, mais aussi dans le contexte des dimensions générales de la moto, car ce moteur imposant qui dépasse de chaque côté et tout son bloc est gigantesque. Il faut savoir que le bloc moteur avec la boîte de vitesse pèse 111 kg, ce qui compte tenu du poids de la moto, et elle pèse 350 kg au total, représente un pourcentage assez important du moteur. Eh bien ici, les proportions du Café Racer lui-même sont perturbées, mais dans l'ensemble, elles ont fière allure à mon avis. Nous continuons. Oh, c'est une moto vraiment sympa. La moto a été construite par l'atelier belge Workhorse Speed Shop. Et Brice, son fondateur, est le gars qui, il y a quelques années à Glemsec, a construit une Yamaha XSR 700 avec un compresseur. Et en plus, il y a ajouté une boîte de vitesse pneumatique. Donc c'était vraiment de la pure folie. Et il a reçu cette moto. Il a eu la R18 entre les mains et à mon avis, il a créé une petite œuvre d'art parce que si le dragster de Roland Sands ressemble à un dragster, donc un peu, disons, brut, ici on a quelque chose qui rappelle une œuvre d'art des années 20 et 30, car l'échappement caréné ressemble à ceux que l'on trouve sur une Bentley ou une Rolls-Royce. À l'avant, on retrouve un clin d'œil à la petite bulle du Harley-Davidson Fatboy, ce qui est une utilisation vraiment très sympa de la marque américaine. Et encore une fois, ce sont justement mes couleurs, parce qu'ici tout est noir, seuls les cylindres, le cache du bloc et l'extrémité de cet échappement caréné sont en couleur argent, couleur aluminium. Ce projet me plaît vraiment beaucoup, il est cohérent, avec un gros pneu à l'arrière. C'est vraiment quelque chose que je pourrais avoir dans mon garage, totalement inutile, comme toutes mes motos, mais j'aimerais l'avoir. La prochaine moto de Mandrill Garage s'appelle Dark Phoenix et c'est quelque chose que les designers de BMW auraient dû regarder avant de créer les versions touring de la R18, car il s'agit d'une R18 avec un carénage avant gigantesque qui peut plaire ou non au premier regard. Elle possède un phare divisé en deux qui fait référence au célèbre calandre en forme de haricot des voitures BMW classiques. Mais si je mettais ici une BMW Touring d'usine avec son carénage et cette version customisée, eh bien il me semble que la plupart des utilisateurs choisiraient celle qui a été personnalisée. Je pense que tout est une question de forme de ce carénage. Il est beaucoup plus élancé que celui de la moto d'usine. Ça vaut le coup de le voir car il s'avère que même les motos avec un carénage gigantesque, moi j'appelle ces motos des réfrigérateurs, peuvent être réalisées de façon intéressante. Et pour finir, quelque chose qui m'a complètement retourné le cerveau. C'est un atelier allemand qui a créé la R18 appelée Spirit of Passion. Il s'agit d'une R18 dans le style Art déco. Si vous ne savez pas ce qui caractérise le style Art déco, je vous recommande l'artiste polonaise Tamara Wempika. Elle était la reine du style Art déco et cette moto, c'est le reflet de ce style pictural. Un carénage gigantesque, massif, lourd, qui recouvre tout l'avant de la moto, les côtés. On ne voit pas la roue, à l'avant il n'y a que ces calandres très classiques et allongés, rappelant les voitures BMW. En haut, une petite bulle. Eh bien, la moto ressemble plus à un avion qu'à une moto. À l'arrière, la roue est carénée presque jusqu'en bas. Il me semble que sur les nids de poules de Varsovie, ce garde-boue ne tiendrait pas longtemps. Eh bien, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant dans la customisation de motos. Ça n'existait pas, ou peut-être que si, car le propriétaire de cet atelier, j'ai rencontré cet homme à Glemsec en Allemagne, avait déjà construit, je crois, sur une R80, une structure similaire dans le style Art déco. Vous pouvez chercher sur Google Kingston Customs. En général, quand vous verrez le propriétaire avec sa coiffure folle,
vous comprendrez que seul un tel personnage pouvait construire une telle machine. C'est vraiment quelque chose qui te retourne la tête. Le phare est caché dans cet énorme carénage. Fait intéressant, lors du Glemsec 101, c'est-à-dire l'événement qui cette année a attiré plus de 40 000 personnes sur l'ancien circuit Solitude près de Stuttgart, ils ont organisé là-bas des courses réservées uniquement à la catégorie BMW R18. Et cette moto, qui ressemblait le plus à une pièce de musée, c'est-à-dire justement la Spirit of Passion, a remporté toutes les courses, alors qu'une douzaine de machines basées sur la R18 étaient au départ. À mon avis, c'est un custom total qui montre que dans le domaine de la modification de moto, même si on dit que seul le ciel est la limite, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de limite. Tout simplement, quoi que tu puisses imaginer, tu peux le réaliser. Bon, j'ai sélectionné autant de machines et maintenant il vaut la peine de rappeler pourquoi BMW a créé cette moto et comment ils l'ont faite, car c'est aussi une histoire intéressante et tout le monde n'en parle pas. Avant que cette moto ne voie le jour, il y a eu toute une histoire avec la R90 qui à mon avis est la moto la plus modulaire. On peut être d'accord ou non avec moi. Mais en voyageant à travers le monde, j'ai vu des customs tellement étranges. Si jamais vous venez un jour chez Liberty Motors à Piacenza, il y a l'un des customs construits sur une R90, également dans le style Art Déco. C'est complètement fou en matière de modification et ce que j'aime chez BMW, ce à quoi je ne m'attendais pas de la part d'une marque allemande, c'est la façon dont ils ont lancé cette moto sur le marché. Car d'abord, deux concepts ont été créés. L'un a été réalisé par l'atelier Revival Cycles et il s'agissait uniquement du moteur, ou plutôt d'un concept de moteur, avec un cadre tubulaire léger, deux roues, en gros un concept qui n'était jamais censé rouler, mais qui devait montrer ce qu'il y a de plus important dans cette moto, car le plus important, c'est le moteur. Si l'on dit que le moteur est la chose la plus importante dans une moto, cela me fait immédiatement penser à un customiseur comme Maxwell Hazan, un préparateur américain qui commence chacun de ses projets en installant le moteur sur un pont élévateur. Dernièrement, il utilise généralement de vieux moteurs jappés pour ses projets et construit toute la moto autour du moteur. Et j'ai l'impression que chez BMW aussi, quelqu'un s'est dit « Écoutez, dans 5 ou 10 ans, nous ne pourrons plus produire de moteurs à combustion. Faisons quelque chose de fou, quelque chose qui montre que nous, en tant que marque allemande très pragmatique, nous sommes ceux qui pensons différemment. Nous faisons quelque chose à contre-courant des autres. Parce que quand on regarde comment Harley modifie sa gamme de motos en allant dans la direction que BMW suit depuis des années, BMW, eux, ont pris le contre-pied total et pour cela, ils méritent vraiment des applaudissements car ils ont créé un moteur. D'abord, il y a eu la présentation de deux concepts, puis la présentation du moteur lui-même. C'est d'ailleurs intéressant que des communiqués de presse aient été diffusés dans le monde entier. La présentation du moteur, le fait qu'il pèse 111 kg, qu'il développe 91 chevaux, 157 Nm de couple, que ce sera quelque chose de puissant, refroidi par air et par huile, donc c'est de la folie. Et ce n'est qu'ensuite, après avoir créé une telle tension, qu'ils ont présenté la moto de série. Bien sûr, tout le monde a dit « Oh non !» Mais bien sûr, la moto de série n'a rien à voir avec le concept qui a été présenté, parce que le concept était un bobber très stylé, délicat, minimaliste, tandis que la moto de série avait tout ce qu'une moto de série doit avoir, c'est-à-dire des garde-boue de taille appropriée, des clignotants, un support de plaque, une selle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cela n'a pas plu à tout le monde, et bien sûr, BMW a de nouveau fait « Regardez, nous avons tout un catalogue de pièces pour vous, et il s'avère qu'on peut fabriquer une moto qui s'inspire fortement du concept, sans avoir besoin de contacter des customisateurs du monde entier. Et comme on le sait, ces gens-là n'ont pas d'horaire de travail fixe. Moi, je construis actuellement une moto dans le style Street Tracker et ce projet dure déjà depuis 2 ans. Et après la première année, j'ai déjà compris que c'est tout simplement comme ça. Si tu veux, c'est un custom que quelqu'un te construit à partir de zéro, parce qu'il ne reste de la moto que le moteur et l'avant du cadre, il faut t'armer de patience. Si j'avais acheté cette moto en concession et que je devais attendre 2 ans pour qu'elle soit modifiée, je deviendrais probablement fou et j'assassinerais la personne censée s'en occuper. Donc, si vous ne voulez pas passer par tout ce processus complet de reconstruction, de modification de la moto, comme celle que je vous ai montrée, il s'avère qu'il existe un catalogue de pièces dans lequel on peut choisir un garde-boue, une selle, des roues complètement différentes, des caches-cylindres, un échappement. C'est aussi quelque chose que je vous montrerai pendant la conduite pour que vous entendiez comment il sonne. Et cette moto est très très proche du concept qui, même moi j'ai admis,
est l'une des rares BMW que j'aimerais avoir dans mon garage. Bien, maintenant je vais vous parler un peu de ce qu'est cette moto. Ce qui est le plus important dans ce concept, c'est la modification de l'arrière. La moto d'usine est ici très carénée. Ici, nous avons un garde-boue très discret, monté sur des supports très fins. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La selle a été modifiée, très dans le style bobber, mais confortable. Hier, j'ai même roulé avec mon fils et c'est plutôt sympa. Les échappements rappellent le concept aplati, comme des cigares écrasés. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont un son incroyable. Cette moto, dès 2000 tours, a déjà 150 Nm de couple en réserve. Donc, à chaque rotation de la poignée des gaz, surtout avec cet échappement, d'abord, la main gauche prend un peu cher parce que la moto penche de ce côté-là. Et ensuite, si un parent conduit avec son enfant dans un embouteillage, cet échappement n'est pas vraiment le meilleur berceur. En revanche, si on ne le pousse pas dans les tours, on peut vraiment rouler avec dans une formule silencieuse. Il peut être silencieux. Bien sûr, dès qu'on dépasse les 3000 tours, le moteur se réveille et ça me plaît. C'est incroyable, on roule avec cette moto et même si elle n'est pas modifiée comme celle-ci, on a l'impression d'être d'une certaine manière intégré à ce moteur puissant. C'est quelque chose que j'ai compris en conduisant une Harley Davidson Road King Special il y a quelques années, justement à Glemzek 101. Je n'ai jamais été fan de ce type de moto, ni des choppers ni des bobbers, rien de ce qui avait cet aspect-là. J'ai fait un tour en Road King à Glemzek et j'ai compris que pour les motos de ce gabarit, il ne s'agit pas de savoir comment elles tournent, si leurs freins sont efficaces, si elles accélèrent bien ou si l'on peut prendre les virages le genou à terre. Avec ces motos, il s'agit un peu d'une sorte de fusion entre l'homme et la machine, où la machine ne peut pas fonctionner sans moi, et moi, un peu dépendant des caractéristiques de ce puissant moteur, je ne peux pas fonctionner sans cette machine. Et la première machine de ce genre, c'était la Harley, et la deuxième, c'est justement la R18. Pendant longtemps, je ne suis pas monté sur cette moto, parce que j'avais là une sorte de résistance intérieure. Je me disais non, 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 je ne veux pas faire ça. Et bien sûr, à la rédaction, j'ai un collègue, Andrzej, qui me pousse un peu à ce genre de choses. À ce moment-là, je monte sur une telle moto, et généralement, je me dis « Mon Dieu, il va encore falloir ravaler tout le mal que j'ai pu dire sur cette moto avant de l'essayer. » Parce que bien sûr, vous savez sûrement déjà que je viens de Seattle. Je suis quelqu'un qui a 2 milliards de préjugés et qui doit un peu se forcer à faire certaines choses pour s'en convaincre. Et malheureusement, la R18 est une de ces motos. Hier, j'ai dû rentrer rapidement de l'aéroport à Joliborz pour aller chercher mon fils. Et là, quelqu'un dira « Non, 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 avec de tels cylindres, cette moto n'est pas faite pour rouler en ville. » Je ne voudrais pas me vanter de mon imprudence, ni de la vitesse à laquelle j'ai traversé la ville de l'aéroport à Joliborz à 16 h, mais il me semble que les utilisateurs de petites motos 125 n'auraient pas réussi, alors qu'ici la R18 a vraiment fait ses preuves. Et puis, il y a justement ce que la marque américaine a toujours dit, Good Vibration. C'est avec la Harley que j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait, et la BMW en est la confirmation. Ici, on est littéralement intégré au moteur et à chaque fois qu'on tourne la poignée des gaz, on sent tout se mettre en mouvement, on sent le vilebrequin commencer à travailler, on sent les pistons frapper dans les cylindres. C'est vraiment une expérience incroyable et je la recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas intéressé par ce type de moto. Si je devais choisir la seule moto de ma vie, celle que je devrais garder jusqu'à la fin du monde, je ne choisirais pas la BMW R18, mais malheureusement, je n'ai jamais choisi aucune moto dans mon garage de cette façon. Je ne choisis jamais mes motos, tout d'abord, en fonction des données techniques, parce qu'ici, 91 chevaux, comparé aux motos italiennes qui en ont 200 et qui sont capables de rouler sur des circuits de course parmi les meilleurs, avec des pièces d'origine, tout en réalisant de très bons temps. Ici, il n'y a pas de folie. Mais ce couple de 150 et quelques newton-mètres, le fait que, dès le départ, on puisse utiliser ce tout petit bouton, et pour ça, BMW mérite aussi un énorme respect. Ici, il y a un petit bouton. On le maintient enfoncé, le contrôle de traction se désactive, on règle le mode. Ah oui, les modes de conduite. 3 modes de conduite, rock, roll et rain. Et en mode rock, on désactive le contrôle de traction, un léger coup sur la poignée et cette moto fait exactement ce pourquoi elle a été créée. Elle fait tout simplement des bêtises. Si vous cherchez quelque chose qui se démarque sur la route et qui, en plus, peut vous offrir des sensations de conduite assez inhabituelles, alors la R18 est top. En ce qui concerne la circulation dans les embouteillages, je vais mesurer dans un instant de combien ces cylindres dépassent du bloc moteur. Personnellement, je n'ai pas eu de problème hier.
Peut-être aussi grâce à cet échappement qui fait que cette moto s'entend bien. En ce qui concerne les pièces non d'origine, les jantes mentionnées de Roland Sands, c'est-à-dire le customiseur américain, elles ressemblent un peu à celles de ces émissions américaines sur les voitures modifiées. Un peu comme les jouets Hot Wheels. Certains les aiment, d'autres non. Personnellement, je verrais plutôt ici une version à rayons. Deuxième chose, les échappements. Troisième chose, la coque arrière, la selle. Je ne sais pas si les rétroviseurs ne sont pas d'origine, mais ici ils rendent plutôt bien. Moi j'essaierai de mettre ici des rétroviseurs de type Calf Racer aux extrémités. Les protections de cylindres sont plutôt sympas. Je ne sais pas si le sabot moteur avant est probablement d'origine. Et puis la crème de la R18, quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à voir chez une marque allemande pragmatique, c'est l'arbre de transmission qui est exposé à l'extérieur. Peu importe la version, que vous achetiez la version classique et la modifier comme celle-ci, ou la version Touring, l'arbre de transmission est à l'extérieur. Et quand on regarde comment cela fonctionne, vu de côté, quand on roule, c'est sans doute la quintessence de ce qui a toujours été le plus important dans les motos. C'est montrer cette mécanique et le fait que l'homme sans la moto ne peut pas fonctionner, non, que la moto sans l'homme ne peut pas fonctionner. Et puis il s'avère que l'homme sans cette moto non plus, parce qu'il ressent sur une telle moto, il se sent intégré à la machine. Cela peut peut-être sembler être du baratin de coach, mais ce n'en est absolument pas. Parce que si vous essayez ça, si vous voyez comment les gens roulent sur des customs entièrement modifiés à travers le monde, vous comprendrez que dans chaque projet de ce genre, il y a autant de sens que vous lui en donnez. À mon avis, cette moto a vraiment beaucoup de sens parce que dernièrement, j'ai roulé sur mes propres motos et j'en ai peut-être 7 ou 8. Je suis monté sur celle-ci et les sensations sont complètement différentes. Chacune de mes motos procure un type de sensation différent et la R18, même légèrement modifiée, même avec les pièces d'origine, offre quelque chose de particulier. C'est un ensemble d'émotions complètement différents. Il existe tout un spectre de ces émotions et je vous recommande de le découvrir. Et suivez le monde de la moto car j'y poste aussi des motos custom assez intéressantes et il y en a pas mal en création. Salutations. Dragon.